Bonjour. Nous voilà à Chédigny, un très joli petit village au cœur de l'Indre-et-Loire. Et on est ici parce que si la Touraine est appelée le jardin de la France, Chédigny est la roseraie du jardin de la France. Ici, on trouve à peu près 500 âmes et près de 1000 pieds de rosiers. Il y a quelques années, à l'initiative du maire Pierre Louhault, le village a été entièrement planté de roses. Et aujourd'hui, il est le seul village à être classé jardin remarquable dans son intégralité. Alors, il y a les roses évidemment, mais il y a aussi des spécialités gastronomiques. On va retrouver des nourritures que l'on mangeait dès le Moyen-Âge avec le pruneau de Tours, la poire tapée, une spécialité vraiment locale, la bechelle, j'en avais jamais entendu parler, c'est le maire qui va nous la cuisiner justement, et on ira même faire un petit casse-croûte à Chenonceau. Vous me suivez ? Bonjour. Bonjour. C'est vous qui entretenez les rosiers du village ? Oui, nous sommes 3 et 1 mi-temps, donc à nous occuper d'à peu près 6000 m² de plate-bande. Oui, parce que vous parlez du jardin, mais en fait c'est un village-jardin. C'est un village jardin, j'aime bien cette expression. Oui. Sauf qu'au lieu d'avoir des allées de terre, ce sont des pavés, quoi. C'est ça la différence. C'est ça. Et alors, expliquez-moi comment se répartissent les choses finalement. J'imagine qu'il y a une partie des rosiers qui sont privatifs, qui sont quand même chez les gens. Alors, il y en a certains qui ont été plantés par la commune à l'intérieur des petites cours. Donc Ah bon ? on va les entretenir. Et l'initiative de la commune, et donc Voilà. c'est vous qui entretenez. C'est génial ça. Et puis il y en a d'autres, ce sont les habitants qui se sont pris au jeu, qui ont planté. Dans ce village qui organise tous les ans une fête de la rose, les 250 variétés de roses sont étiquetées. Un vrai musée végétal. Donc on va les voir à l'Ister Stellagré, c'est un grand liane. Rosier liane, Oui. d'accord. Et il est très remontant. En pleine floraison là. Oui, Alors quand on dit remontant, ça veut dire qu'il fleurit une deuxième fois dans l'année, c'est ça. Pour en savoir un peu plus sur ces roses, nous partons à la rencontre de Daniel, un professeur de biologie qui a une passion bien particulière, le parfum des roses. À l'image d'un nez dans l'univers du parfum qui assemble les fragrances, Daniel arrive à identifier les différentes espèces en fonction de leur parfum. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple. Bonjour Daniel. Bonjour. En visite. Bonjour Daniel. Eh ben oui, en visite, absolument, en pleine découverte. Donc vous arrivez à distinguer, à caractériser les roses, non pas selon leur variété, mais selon leur odeur finalement, c'est Alors, ça ? il m'arrive même au parfum de reconnaître que la petite étiquette qui était mise en bas Ah oui, n'était c'est pas la vrai. bonne. Et alors celle-ci, vous étiez en train de la sentir, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, celle-ci, c'est quoi ? d'abord, Comment s'appelle-t-elle ? elle s'appelle Salette. C'est une rose ancienne. Quand on la montre ou quand on la fait sentir, les gens disent « Ah, c'est la rose du jardin de ma grand-mère ». Alors, pour sentir... Ah oui, c'est vraiment le parfum de rose par excellence. Exactement. Ouais. Alors, maintenant, vous allez gagner énormément si vous inspirez en 3 temps, sans trop toucher les pétales. C'est le yoga de la senteur de rose finalement que vous me faites faire. Hein. Ah, c'est Eh vrai, ben, non, mais je reconnais. Du coup, on s'emplit vraiment le Et- nez de et tous voilà. ces parfums. Alors ensuite, Il tient à me montrer un rosier qu'il affectionne tout particulièrement, le nuage parfumé, un nom pour le moins évocateur. alors, inspiration en 3 temps. Voilà. Alors pour moi, elle est beaucoup plus orangée. C'est pas mal, ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Passion ? Fruit de la Ça passion ? serait le petit fruit blanc dans sa coque. Ah, litchi. Eh ben voilà. Alors comme quoi Pierre Hermé avait raison d'associer la rose au litchi dans son fameux dessert. Absolument, absolument. Ah oui, on a du mal à décrocher. Et quand elle est dans un endroit, tout est envahi par ce Envahi rose par cette litchi. odeur. C'est une merveille. Et pour ma dernière rose d'initiation, il m'a choisi un parfum peu commun. Très jolie, là. La fleur est très jolie. Pure. Alors, attendez. Non, elle a bien un nez très Vous particulier. arrivez à sentir quelque chose, vous ? Eh bien, écoutez, c'est de la friture. Ah oui, peut-être. Alors maintenant que vous me le dites, c'est toujours pareil Ah, quand on le dit. Mais... Alors, ce qui veut dire aussi, et on peut affirmer, que l'un de ses parents, vraisemblablement, doit être un rosier chinois, Fétida. Ah, fétida, donc tout est dit. Ça, tout est dit. Voilà. Et on pourrait parcourir tout le village avec vous. Si vous êtes disponibles l'un et l'autre demain, ça me ferait plaisir de vous retrouver parce que j'essaye d'organiser un repas, un banquet dans la ville, je ne sais pas encore où. Ah oui, Peut-être ça se au fait. milieu des roses. Ça se fait ? Oui, ça se fait, on met la Ah table ouais dans la rue et on mange dans la rue. Vous faites le dîner des voisins ? Oui. Eh bien, Voilà. ça me ferait plaisir que vous soyez là. On parlera des merci. parfums, on les sentira et puis on goûtera aussi d'autres plats qui, eux, dégageront des parfums également.
Eh ben, avec plaisir alors. Merci Daniel. Merci. Merci mille fois. Ah, Je vais bon, plus sentir les roses de la même façon Ah oui, c'est depuis que je différent. connais. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Pour notre première recette, on va rester à Chédigny, mais on va quitter un instant les fleurs pour les fruits. C'est Daniel qui va nous accueillir et Daniel nous propose une noix de porc au pruneau de Tours. Parce qu'il y a ici une tradition très ancienne d'ailleurs, je crois qu'elle remonte au Moyen-Âge, de conservation des prunes. Et donc les pruneaux de Tours n'ont pas grand-chose à voir avec les pruneaux d'Agen, bon, ça reste de la prune séchée, mais ils sont plus petits et ils ont une saveur très particulière. Elle va nous en dire plus, puis surtout on va goûter ensemble, parce que pour moi c'est une découverte. Bonjour Daniel. Bonjour Julie. Oh, ça sent déjà bon dans votre maison. Mais oui. Et vous êtes un peu avancée alors. Alors, là, nous avons les pruneaux de Tours. Oui, parce que ce sont des pruneaux qui sont produits à Tours depuis plusieurs siècles. On remonte avant même le Moyen-Âge, puisque c'est la prune de Damas que les croisés ont rapporté de la deuxième croisade. C'est le premier pruneau qui est arrivé en France. Et ils ont une petite, ce qu'on appelle une petite fleur blanche. Oui, je vois. Qui se développe naturellement. Voilà. D'accord. Et ils ont leur noyau qui est, qui est assez important. Qui est assez important. Comme quoi, il n'y a pas que des pruneaux d'Agen, effectivement, même si ce sont les plus connus. Voilà. Alors, par quoi commence-t-on? Alors, Après ce petit point historique, il est temps de passer à la première étape de la recette. Découper les filets mignons de porc en médaillons. alors, quand on tranche, il faut le trancher De biais. de biais, comme ça. D'accord. Voilà. Pour avoir une surface un peu Voilà. plus importante. Voilà. Ok. Comme ça vous va un peu plus Très épais? bien. Un peu plus épais. D'accord. Voilà. Une fois tranché, je les farine. La marinade des pruneaux, elle, est déjà prête. Alors, les pruneaux, bien sûr, ont été trempés depuis la veille Ah, d'accord. dans quoi du Vouvray. Ah, bah bien sûr. Alors, le vin local. Et avec de la cannelle. Avec de la cannelle, d'accord. Mais Alors- que vous n'avez pas chauffé, hein, juste à froid. Juste à Une froid. macération. Ah oui, donc on les réhydrate On les avant de les réhydrate cuire. Ah, avant ça, de je les savais cuire. pas. Daniel verse les pruneaux et leur vin de marinade dans une casserole pour les porter à frémissement, puis les laisse bouillir pendant 20 minutes. Alors, je mets mon beurre. J'ai beaucoup aimé cette recette parce qu'elle fait appel un petit peu à ma sensibilité de femme du Sud. Je suis née au Maroc. J'ai l'expérience de tous les épices, Bien évidemment. sûr. Et aussi du Et sucré salé. Du sucré salé. Je dépose les noix de porc dans la poêle, sans les superposer, de façon à ce qu'elles soient bien saisies. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de beurre. Pour nourrir un petit peu le cochon. Un peu de sel, de poivre noir, Il faut en mettre assez. Là, je pense qu'on est pas Oui, mal. Hein. on est pas mal. Très bien. Alors, le filet mignon, c'est la seule, je crois, partie du porc qui peut être un tout petit peu rosé Absolument. à l'intérieur. C'est vrai. C'est pas un long mijotage comme un rôti de Voilà, porc au pruneau. voilà, absolument. C'est un peu différent. nous déglaçons la poêle afin de récupérer les sucs de la viande. Qu'est-ce qui vous a appris à cuisiner, Daniel? Ah, c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma maman. Nous sommes une lignée de filles qui avons toujours cuisiné. C'est bon, là, je C'est peux bon. peut-être y aller. C'est très Hop bon. là. On éteint. Et nous allons ensuite pouvoir mettre nos pruneaux. Je les égoutte dans mon écumoire et je les disperse. Voilà. Et maintenant, nous allons faire réduire Le jus. le jus. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'on va rajouter la crème et la gelée. D'abord la gelée. D'abord la gelée. D'abord Alors, la gelée. Combien dois-je Alors, mettre? une cuillère. Ça sent bon. Une cuillère. Une cuillère. Voilà. À soupe. On tourne. Ah, il y a une méthode très précise. Hein. Ah oui, 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 oui. Ensuite, Daniel m'a l'air carré. Alors, nous ensuite, rajoutons la crème fraîche. 3 cuillerées de crème 3 fraîche. cuillères de crème bien épaisse.
Et ça se sert avec un accompagnement quelconque ou Alors, pas j'ai prévu du riz. D'accord. Et du riz cuit à l'iranienne, à la vapeur, avec la cardamome et C'est vrai le qu'il y a 1000 safran. façon de cuire le riz en Iran. Et le parce qu'ils sont safran. les spécialistes du riz. Daniel porte son mélange à ébullition jusqu'à ce que la sauce épaississe. Puis je la verse sur le porc au pruneau. Attention. Qu'est-ce que ça sent bon! Les parfums de la cannelle, du pruneau et du vin. Donc là, on va juste donner un petit coup de chaleur et c'est Voilà, prêt, c'est ça? et c'est bon. J'ai compris. Sur feu doux pour le coup. Sur feu doux, oui. Le temps de terminer la cuisson, je vais noter cette recette épicée dans mon carnet. Pour réaliser la noix de porc au pruneau de Tours de Daniel, vous aurez besoin de 2 filets mignons de porc, 200 g de pruneaux, une demi-bouteille de Vouvray demi-sec, une cuillerée à soupe de gelée de groseille, un bâton de cannelle, une cuillerée à café de cannelle en poudre, 3 bonnes cuillerées à soupe de crème fraîche, 50 g de farine et 40 g de beurre. Me voilà. Ah bah ça tombe très bien. J'ai terminé la rédaction de la recette. Roulement de tambour. Magnifique. Accompagné d'un Vouvray, si je ne m'abuse. Oui, de 1990. Oh là 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 là, on est bien reçus hein, à chez Dini. Allez, je me permets de vous servir. Oui. Avec ce petit riz à l'iranienne. Finalement, on est typiquement terroir, mais on reste assez exotique. Hein. Et oui. Bah, la Touraine est un carrefour, elle l'a été pendant très longtemps. Donc elle a subi, je suppose, beaucoup d'influences. Et puis c'était aussi le pays des rois, des reines et sûr. des princes. Donc je pense Les que produits arrivaient les en premier, produits ouais. arrivaient en premier Bien sûr. par le Cher ou la Loire. Je me régale. C'est très bon parce que tout est bien dosé. Et on a une légère acidité de par le vin, le pruneau. Et mais qui est la compensée gelée de par un groseille. Absolument. Et du coup, le côté sucré de la recette passe beaucoup mieux. Et j'étais en train de me dire, je vais refaire la recette avec du pruneau d'Agen. Ce serait sûrement délicieux, mais c'est autre chose. Il faudrait que je reparte avec mon petit sachet de pruneau de Tours. Voilà, vous l'emporterez. Bon, Daniel, à l'issue de mon voyage, moi, j'aimerais bien réunir tous ceux qui ont eu la gentillesse de me recevoir, de me transmettre leur savoir-faire, que ce soit culinaire ou autre, et de les réunir autour d'une table, évidemment. Et autour de cette table, j'aimerais, un, que vous soyez là, et deux, si possible, que vous puissiez apporter quelques petites noix de porc au pruneau. Mais ça sera avec grand plaisir. C'est vrai? Grand plaisir. Il faudrait que je trouve un endroit à Chédigny. J'espère qu'il fera beau. On est entre deux, donc Oui. s'il ne fait pas beau, ben, on s'abritera quelque part. Je vous ouvre ma maison si vous Ah le bah c'est souhaitez. gentil ça. Ah bah écoutez, j'accepte avec plaisir. Donnez-moi des pruneaux pour ma fille. 1 livre, 1 kilo. Donnez-moi des pruneaux. Si Vous vous c'est en des doutez, pruneaux l'histoire de qui la Loire gâteraient est dans aussi le- forcément Si c'est celle de la des batellerie. pruneaux, j'attendrai Et autrefois, quand les bateliers partaient naviguer et faire du commerce notamment, eh bien ils emportaient des vivres qui étaient destinés à durer dans le temps. Et parmi ces vivres, il y avait des fruits, puisqu'ici, on cultive beaucoup de fruits, le terrain est favorable à la culture des vergers. Et donc il fallait conserver les fruits. De là est née la tradition des fruits séchés, le pruneau de Tours dont nous parlait Daniel, mais également la poire tapée. Et cette poire tapée, qui avait quasiment disparu dans les années 30, a été remise au goût du jour par quelques passionnés à qui on avait transmis ce savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est Christine, l'une des tapeuses de poire, une des dernières tapeuses de poire de Rivarennes, qui va nous raconter en détail l'histoire de ce fruit étonnant. C'est donc à Rivarennes, où troglodytes et maisons traditionnelles se côtoient, que la poire tapée a refait surface à la fin des années 80. Depuis 20 ans, Christine et sa famille, anciens tailleurs de pierre, perpétuent ce savoir-faire. Né en 1860, c'est le plus ancien procédé de conservation du fruit. À l'époque, il y avait quand même pas mal de procédés. Il y avait salé, fumé, mettre dans la cendre, l'huile trop chère, alcool trop cher, l'État mettait déjà des taxes. Le sucre est venu très longtemps après, trop cher. Et comme à l'époque, tout le monde avait des fours à pain, les gens ont eu l'idée de faire déshydrater les fruits dans les fours. 2 fois par semaine, de septembre à mars, Christine et son équipe pèlent environ 500 grammes de poire. Et à part l'arrivée de l'électricité depuis 150 ans, pas grand-chose n'a changé.
C'est toujours une par une et c'est toujours un pelle-pomme. Le pelle-poire n'existe pas. La pomme est ronde, alors que la poire, il y a plusieurs formes. Donc il y en a un à la machine, c'est moi. Privilège de l'âge. Et ensuite, Sébastien finit au couteau. Nous avons nos vergers. On a 2,5 hectares sur le plateau de Rivarennes. On a de la Conférence, de la Passerassane, de la Comice et de la William. Après, la beurrée hardie et la Champion, je la prends à côté. C'est un vrai produit du terroir. À chaque cuisson, Christine enfourne près de 140 kg de poires dans des fours à bois. Et après plusieurs jours de déshydratation, il n'en reste que 18 kg, soit moins de 10% du poids initial du fruit. Les poires repassent entre les mains de Christine, ou plutôt dans ce que l'on appelle une platissoire. L'étape parce qu'il faut comprimer les chairs à l'intérieur du cœur de façon à faciliter la fin des déshydratation. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les poires vont se conserver. À l'époque, ils tapaient les poires soit avec les paumes des mains, soit avec le pouce et l'index. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça toujours poire tapée et non pas poire platie. Les gens d'ici ont quand même tendance à les faire réhydrater. Alors on les réhydrate dans tout ce que l'on veut, hein, sauf de l'eau forcément, mais on les réhydrate dans un gamay de Touraine avec du sucre et de la cannelle, avec du Vouvray moelleux pour accompagner des foie gras, dans du thé avec du miel, dans du sirop, moitié eau de vie. Je vais manger celle-là parce qu'elle a l'air d'être drôlement bonne. Après cette escapade troglodyte, je reprends la route direction Chédigny, où je vais cuisiner avec Pierre, l'homme qui est à l'initiative de la transformation de ce bourg en village-jardin. Alors Pierre, c'est un tourangeau pur jus, pure racine, pour parler fleurs. Et il a décidé de nous transmettre une recette dont je n'avais absolument pas connaissance jusque-là, la beuchelle. Alors la beuchelle, comme son nom ne l'indique pas, met en valeur des rognons, des riz de veau et des champignons. Je parie que c'est très simple, mais en revanche, ça demande pas mal de soins. On va voir ça avec lui. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Bonjour Pierre. Bonjour, vous l'avez trouvé sans trop de difficultés? Oui, j'étais guidée par le parfum des roses. Oui, tout à fait quand même, vous avez du nez. Magnifique, le village fleuri, mais la maison fleurie aussi. Hein. La maison aussi fleurie. C'est par ici la cuisine. par ici. Pardon, je passe devant vous. C'est une jolie maison. On sent qu'elle est habitée depuis longtemps. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Plus de 45 ans, Ah, quand même. Et vous êtes maire de Chédigny depuis combien d'années? 39 ans. Oh non, c'est Oui. un record, ça. Oui, ça fait beaucoup quand même. Oui. Ouais, j'aime Beaucoup trop. trop. Ils Ça sont permet de patients. planter quelques rosiers, effectivement. Oui, et puis effectivement que les gens s'habituent au mauvais caractère du maire. Ah ouais, voilà. on s'en doute, on s'en doute. Alors aujourd'hui, on va cuisiner la Pardon beuchelle, c'est ça? La beuchelle tourangelle. Et alors cette beuchelle, c'est une recette traditionnelle? Oui, Tourangelle. c'était une tradition quand on tuait le veau. Et même les paysans, mon père, quand ils vendaient un veau, ils réservaient un rognon et le riz. la moitié du riz. La Oui, moitié parce du que riz. ce sont des abattes qui sont donc par Voilà. définition fragiles. Fragile, donc on garde les pas mangeait, longtemps. on les Tout de mangeait le suite. jour même où on tuait le veau. D'accord. Et voilà. Je Et ne connaissais pas du tout cette tradition. Et alors, c'est cuisiné avec des champignons, c'est ça? C'est cuisiné avec des paris champignons et crème fraîche seulement. Première étape, faire dégorger le riz de veau dans de l'eau citronnée pendant 15 minutes. Puis nous découpons les rognons pour enlever la graisse. Alors, vous savez que je suis allée faire une grande balade dans le nord, du côté de Boulogne-sur-Mer, et là-bas, on je me suis cuisine aperçu le à Boulogne Christmas pudding, Et alors, influence anglaise. Et Oui. figurez-vous que le Christmas pudding est rendu onctueux par l'ajout non pas de beurre, mais de graisse de rognon. ah tiens, oui, c'est un goût un peu anglais quand même. hein. C'est un peu particulier. Mettre du Bon, rognon, avant, on faisait les gâteaux avec du sandwich chez nous. oui. hein. Si, vous vous débrouillez bien. Hein. C'est bien, Ah, la bien graisse est bien infiltré. accrochée. Est-ce que vous voulez que je m'attaque aux champignons en attendant? Oui. Et alors, vous êtes d'origine tourangelle?
Oh Vous là êtes un oui. natif de chez Digny, non? Oh là Même oui, pas. natif de chez Digny, on a fait un peu de recherche et Ouais. 1650, toutes déjà. les branches sont de la région de Touraine. Et cette aventure des roses, alors, comment a-t-elle commencé? À 16 ans, je faisais déjà des greffes. Et voilà, à 20 ans, 25 ans maintenant, j'ai rencontré Jacqueline, qui avait aussi la Votre passion épouse. des jardins, Ouais. mon épouse. Ben là, on s'est dit, notre village qui est moche, il était franchement Il était moche. pas terrible. On aimerait bien lui donner un peu d'allure et on aimerait bien redonner la rue aux habitants. Et là, on a dit, ben, on va planter des rosiers. Et puis, quelques années après, on a vu que ça prenait, enfin que ça marchait, oui. Et on a cassé les trottoirs et on est allé au bout. On a planté les trottoirs aussi. Et tous les habitants jouent le jeu, justement? Ah oui. Donc là, il a lâché un peu de sang, il a dégorgé. Voilà, il dégorge, voilà. Ouais, c'est- Après cette parenthèse fleurie, nous retournons à nos riz de veau qu'il faut rincer et nettoyer avant de les pocher à feu doux. Pas de sel. Si, un peu de gros sel, avec le vieux grugeoir, ça s'appelle un grugeoir en Touraine. 3 minutes sont nécessaires pour blanchir le riz de veau. Le temps de couper les champignons en grosses lamelles. Alors cette recette, vous la tenez de qui? De mon père, depuis toujours. Votre papa qui cuisinait? Oui. Qui était agriculteur, donc. Qui était agriculteur et qui faisait les choses un peu traditionnelles, la bechelle, le gigot de chèvre. Faut dire que les chèvres en Touraine, ça manque pas. Hein. Oui, il y a beaucoup de chèvres. Ensuite, nous coupons les rognons en petits cubes de 3 cm, puis nous faisons revenir les champignons dans du beurre. Le riz de veau blanchi, on le passe sous l'eau froide pour arrêter sa cuisson avant de le peler. Croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Oh, c'est coton. Hein. Ben oui, c'est pas très facile. Quand on tient le bon bout, Ouais, Ça vient. après ça vient tout seul. ça vient plus facilement. Oui, en fait, ça nécessite pas mal de préparation, mais c'est assez simple. Bon, finalement. c'est simple, Une oui, fois oui, qu'on non, a mais compris comment ça attendez, nous fonctionne. les paysans, on fait que des choses simples, mais bonnes. Eh oui. Une fois que nous avons ôté la fine pellicule qui recouvre le riz de veau, on le coupe en morceaux à peu près équivalents aux rognons. Voilà, ils commencent, ils n'ont plus d'eau. Voilà. Donc on va rajouter un bon morceau de beurre. Ouais. Oui, on attend qu'ils aient rendu leur eau pour rajouter le beurre. Voilà. Il est temps de faire revenir les rognons dans du beurre pendant 2 minutes à feu vif. Le secret des rognons, c'est qu'ils doivent être très saisis de partout pour garder, Le pour son qu'ils à l'intérieur. voilà, c'est pour qu'ils ça. ne soient pas secs. Voilà. Vous êtes prête pour flamber? Ouais. Attendez. Vous mettez l'alcool, je mets l'allumette. Attention à vous. Et Voilà. voilà. Voilà, voilà. On sent qu'il y a du métier. Hein. Qu'est-ce que vous faites du jus? Vous le gardez? Non, je garde la même poêle sans la laver. Ça fait envie. Bah, Mon chéri. Il n'y a rien à faire, vous savez, c'est les réticences alimentaires, il n'y a rien à faire. Mais je suis sûre que c'est dans cette version que je vais aimer. bon, J'y vais. oui, oui. J'y remets du beurre pour faire revenir les riz de veau. Puis nous les faisons sauter pendant 4 minutes, du sel, du poivre, et nous les versons dans les champignons avant de déglacer la poêle à la crème fraîche. Alors vous ne mettez ni ail, ni oignon, Non. ni Non, échalote, non, rien du tout. Non, Pas d'herbe non plus, c'est vraiment... d'herbe. On est proche du produit. Quoi. Voilà. Une fois les sucs bien récupérés, j'y ajoute le mélange riz de veau champignons. Pierre, lui, égoutte une nouvelle fois les rognons pour bien se débarrasser de leur jus, trop fort en goût, avant de les rajouter à la préparation. Et on laisse 10 minutes. Ça me va très bien, c'est juste pour moi le temps de noter tout ça sur le petit carnet. Bon. Pour refaire la bechelle de Pierre, vous aurez besoin de 4 à 500 g de riz de veau, 4 à 500 g de rognons de veau, 300 g de champignons de Paris, 25 centilitres de crème liquide, 2 cuillerées à soupe de marc, 50 g de beurre et le jus d'un demi-citron. Bonjour Jacqueline. Et c'est dans le beau jardin fleuri de Pierre, avec Jacqueline, sa compagne, que nous allons déguster la bechelle. Alors goûtons voir. Allez, on va goûter tout ça. Oh, c'est délicieux. Il y a quelque chose de très boisé, alors que ce ne sont pas des champignons des bois. Oui. Et c'est très bien équilibré. Oh, mais De plus attends, en plus. j'adore vos rognons. Eh ben, écoutez. Non, mais c'est une révélation, je trouve super bon. C'est vrai qu'ils n'ont pas le goût un peu fort Oui.
que je peux trouver dans les rognons habituellement. Au fil de notre discussion, je me rends compte que Question Cuisine avec Pierre, nous avons plusieurs points communs. On est toujours en recherche des vieux plats tourangeaux. Mais des choses comme la beuchale, Ouais, c'est ça. mais, Des plats traditionnels des familiaux. plats très traditionnels qu'on mangeait à la campagne. Par exemple, la rillette. C'est Balzac, je crois, qui faisait des omelettes aux rillettes aussi. Alors oui, ça m'a bluffé. oui, on appelle ça les œufs de truie. Ah, c'est connu oui, ici. c'est connu ici aussi, voilà. Et donc, Et alors, et ces recherches, finalement, c'était dans le but de faire un livre, non. une fête? Donc c'est un grand banquet, on a des tables dans toutes les rues, et les gens choisissent 10 choses différentes. Ah, et ce sont que des plats qui racontent un peu l'histoire de la région. Complètement. Et des plats paysans. Il fallait qu'on se rencontre. Hein. Des choses simples. Des Oui, plats je paysans, crois et qu'il oui, c'est fallait. ça. Alors Pierre, à la fin de chacun de mes séjours, j'essaye de réunir tous les gens qui ont Eh ben oui. un peu croisé ma route. Et je pensais peut-être l'organiser carrément dans le village, mais je ne sais pas si c'est une idée... S'il ne pleut pas, on le fera dans le village. J'aimerais bien. Oui, Ah oui, ouais, il y a plein plaisir. d'endroits. On va choisir un petit endroit sympa, à l'abri Sous du un vent. rosier. Sous un rosier, voilà, exactement. Bon, bah alors à la santé des Chédinois. Chédinois, vous avez tout juste. C'est bon. Chin. Pour terminer cette journée, je ne résiste pas à la tentation de faire un détour avec Micheline par la ville de Loches. Perchée sur un éperon rocheux, c'est une des rares cités médiévales à posséder la quasi-totalité de ses remparts du XIIe siècle. Sa citadelle et son donjon en pierre, bâti dans la première moitié du XIe siècle, dominent la ville. Une ville qui a accueilli certaines des plus grandes dames de l'histoire de France, comme Jeanne d'Arc, Anne de Bretagne ou encore Agnès Sorel, la favorite de Charles VII, dont le gisant repose dans la collégiale Saint-Ours, reconnaissable à ses 2 coupoles pyramidales uniques en France. Chose promise, chose due, nous voilà à Chenonceau. Assurément l'un de nos trésors nationaux, l'un des joyaux de l'architecture Renaissance, et puis évidemment l'un des châteaux privés les plus visités au monde, édifié sur le Cher, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un château de la Loire, et c'en est un. Alors, on va vous faire un petit condensé d'histoire. Au début du XVIe siècle, le secrétaire des Finances de François Ier décide d'édifier ce château à cet emplacement. Et c'est sa femme qui va conduire les travaux, Catherine Brissonnet. C'est important parce que ce château est vraiment un château de femme, puisqu'à la suite de la mort de ce dernier, le château sera en quelque sorte réquisitionné par Henri II. Henri II va l'offrir à sa favorite, Diane de Poitiers, qui va laisser une empreinte fondamentale sur le château, notamment à travers l'édification de jardins, dont celui qui est en face de moi, qui est absolument magique, aristocratique. Et puis à la mort d'Henri II, c'est la femme officielle de celui-là, du roi de France, qui va récupérer le château, Catherine de Médicis, la célèbre, qui va y loger toutes ses filles, les reines de France. C'est pour ça que c'est vraiment un château éminemment féminin. Mais il y a une autre histoire qui se déroule ici depuis des siècles, c'est l'histoire de la gourmandise, évidemment. Et aujourd'hui, sachez que c'est le premier château qui a abrité un restaurant gastronomique. Et nous, on va rencontrer le chef, Christophe, qui va nous mijoter un casse-croûte très terroir. Allez, on va partir le chercher, je ne sais pas du tout où c'est, mais ce sera l'occasion de découvrir le château. Pièce maîtresse, la chambre de Catherine de Médicis. Je parcours ce château des dames et au fil des pièces, je croise des peintures de grands maîtres tels que Murillo, le Tintoret ou Rubens, mais aussi des tapisseries des Flandres exceptionnelles datant du XVIe siècle. Je crois qu'on y est. On est vraiment au-dessus de la rivière, au-dessus du Cher. Bonjour Christophe. Bonjour Ça y est, je t'ai Julie. trouvé enfin. Oh,
quel bel endroit, c'est magnifique, c'est une plongée dans l'histoire là. Une grande plongée dans l'histoire. Alors là, je m'imaginais qu'on était dans les piliers du château, c'est vrai? Les cuisines sont dans les deux premières piles qui sont du château. Et entre les piles, on se faisait ravitailler. Et les cuisines, comme d'habitude, étaient évidemment en contrebas des pièces de réception et des chambres. Tout à fait. Parce qu'il ne fallait pas être gêné par les odeurs ou éviter Non. les risques d'incendie. Et le fourneau, alors ici, il est plus récent, bien sûr. Alors celui-là, il date du début de la guerre de 14. Parce qu'en fin de compte, ici, on nourrissait tout l'hôpital militaire, le personnel soignant et tout le personnel de la propriété. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un pâté de pommes de terre. Ah, j'avais goûté ça dans le Bourbonnais. Alors, il y en a dans le Bourbonnais, il y en a aussi un peu dans l'Indre. Puis nous, on est un peu à la frontière. Et oui, super. Bon, et puis, il est bien décoré en plus. Hein. Ce sont les armoiries du château? C'est drôle. Chenonceau. Oui. C de Catherine, le H d'Henri. Ah oui, et le D de Diane. D'accord. Là. Et tu nous as fait les fameux burgers Renaissance, c'est ça? Voilà, ça, C'est c'est joli. des petits burgers au safran, parce qu'on a du safran aussi dans la région. C'est vrai que c'est un produit qui est On a cultivé beaucoup. dans la région. Donc là, avec, il y a du rillon et des rillettes, c'est la spécialité de Tours. Et on tourne, Donc les on a rillettes du de cochon Roi Rose de Touraine, une appellation. Donc on travaille avec ça. Et on a fait un petit buns avec ça. Oh, c'est sympa. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est des petites chouquettes avec du chèvre. Donc Ah en oui, l'occurrence la du fameuse Sainte-Maure. le Sainte-Maure de Touraine. Voilà, et des poires tapées. Ah, la porte tapée de Rivarenne. De Rivarenne. Bon, c'est vrai que tu as un sacré choix quand même hein, pour les On produits. est gâtés. T'es un peu est gâté, gâtés. c'est vrai. Hop, on n'est pas pressé. C'est bon. Est-ce que tu sais combien de visiteurs le château accueille par an? À peu près 850 000 par an. Ah oui, c'est énorme. Et il y a à peu près une cinquantaine de nationalités différentes. Donc ça, c'est important pour nous aussi au restaurant. Et oui, ça conditionne beaucoup ta cuisine, j'imagine. Beaucoup. J'attaque un deuxième bun avec de l'anguille fumée 100% locale car pêchée dans le Cher. C'est très fin. Ce qui est amusant, c'est qu'en une seule bouchée, on a déjà beaucoup de textures, beaucoup de saveurs, acides, sucrés, fumés. Et ce qui représente bien la région finalement, cette variété de produits que le terroir offre. Ah là, oui, on est gâtés, oui. Ouais, je me régale. Cette dégustation se termine avec une tartelette aux fruits rouges et noirs, surmontée, petit clin d'œil à Chédigny, d'un pétale de rose. Tout à l'heure, on va se réunir autour d'une table à Chédigny, le village des roses, et on va se retrouver avec tous les gens que j'aurai rencontrés pendant mon voyage. Avec et ça me plaisir. fait très plaisir que tu sois là. Bah oui. Et éventuellement que tu apportes un ou deux trucs à grignoter. Bon, tu vois, si tu as ça sous la main. Voilà. Bon, on va ramener Un petit pâté. Un petit pâté. Allez, je croque, je peux pas résister. Coup de bol. L'édifice casse ne pas. s'est pas écroulé. Je pense que c'est bon. Après les plaisirs de bouche, place à celui des yeux. Protégé des crues de la rivière par des terrasses surélevées, le jardin de Diane de Poitiers est un véritable théâtre de verdure de plus de 12 000 mètres carrés. De l'autre côté se trouve celui de Catherine de Médicis, deux jardins dans la grande tradition française. Il y a deux choses importantes à savoir sur ces jardins qui sont une sorte d'écrin pour le château. C'est cette magnifique fontaine et le jet d'eau qui est dans le jardin de Diane, car ces deux endroits d'eau ont été réellement des révolutions techniques à la Renaissance, puisque c'est un des premiers jets d'eau de la Renaissance française. Contrairement à la légende, Diane et Catherine n'étaient pas ennemies, loin de là. En revanche, côté jardin, leur relation était à couteau tiré. Il y a des écrits qu'on a retrouvés dans lesquels Catherine de Médicis critique les jardins de Diane. Or, Diane était plutôt assez douée aussi, même si Catherine a fait venir tout ce que la Renaissance italienne a pu apporter en termes d'arbustes, orangers, citronniers et autres légumes qu'on retrouve dans le potager du château de Chenonceau. Dans ce potager, la part belle est faite aux fleurs. Ici, on cultive toutes sortes de fleurs pour alimenter l'atelier floral du château. Unique en France, il emploie 2 fleuristes à plein temps, en charge de décorer quotidiennement les 21 pièces de Chenonceau. Là, on a un grand champ de pivoine. Au moment des tulipes, bon, voilà, c'est fini, mais on avait à peu près 30 000 bulles de tulipes juste pour nous, pour faire nos compositions. Le but, c'est vraiment de mettre de la fleur naturelle,
fraîches tous les jours, que ce soit vraiment des bouquets où les gens se sentent vraiment accueillis comme s'ils arrivaient, que c'était l'hôte attendu. Et du coup, c'est vrai que ça amène un autre charme dans toutes les pièces du château. Jonanceau, c'est vraiment que de la grosse composition. Où là, on a vraiment la quantité, le volume, la hauteur. On a aussi des grosses hauteurs sous plafond, donc il faut aussi faire des choses assez monumentales. C'est vraiment pas du tout le même travail qu'en boutique. Des compositions renouvelées chaque semaine à raison de 2 à 5 bouquets par pièce. Taille, couleur, style, chacun est pensé en fonction de la pièce qui va l'accueillir. Alors là, nous sommes dans la chambre de César de Vendôme. Donc vous pouvez constater, là, nous avons mis des fleurs du potager, donc le Panicetum et la Stromeria. Le lit est quand même dans les rosés rouges, donc du coup, ça se marie très très bien avec les tapisseries et le lit, du coup, en harmonie totale. Il y a un petit temps d'arrêt parfois, il y a les yeux qui s'émerveillent. Et les gens, du coup, viennent vraiment se rapprocher, sentir, toucher. Au premier abord, ils pensent que c'est pas des fleurs naturelles, alors que vraiment, tout est vraiment naturel. À présent, nous allons rencontrer Annie, ancienne institutrice, passionnée de jardin, de verger, de fruits et de confitures, ça va souvent de pair. Et justement, elle nous propose une tarte aux fruits, 2 fruits de saison, la rhubarbe et la fraise, qui se marient très bien, avec un savoir-faire à la fois classique et très personnel. Et elle nous attend, elle m'a dit justement de la rejoindre dans le potager. Bonjour Annie. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue à Chédigny. Merci, merci. Alors vous étiez en train de cueillir quoi, Eh la ben, rhubarbe? un petit peu de rhubarbe, voilà, pour aller faire notre tarte. Bien sûr. En revanche, question fraise, Annie semble avoir vécu quelques mésaventures. J'avais planté 50 fraisiers. Ah oui? Et le lendemain matin, je viens voir mon plan. Peu de feuilles. Peu de feuilles du tout. Elles avaient été Plus quoi, de- dévorées? Oui, les chevreuils. carrément. Regardez. Je passe devant vous. Et nous voilà. Voici la rhubarbe. Donc, je vais la poser. Alors on entre par la cuisine chez vous. Oui, enfin, il y a Le 2 ton est donné. entrées, en fait. Eh bien, nous allons commencer par préparer la pâte sablée. Et comme c'est une pâte qui ne doit pas être trop malaxée, Bien sûr. Je préfère la faire au robot. Pour la pâte sablée, nous versons de la farine, du beurre en dés pas trop froids, un œuf, du sucre, de la poudre d'amande, une pincée de sel et on mixe le tout. C'est un petit peu violent. C'est ce qu'il faut. Donc là, il faut Voilà. la mettre au frais pour pouvoir ensuite la travailler. Une fois la pâte réservée, nous passons à la préparation de la rhubarbe. Vous l'avez pelée? Non. Oui, elle est pelée, elle est pelée. Donc, on ajoute un petit peu de sucre pour faire fondre. Oui, pour amorcer la cuisson, quoi, finalement. Voilà. Voilà notre rhubarbe. Très bien. Alors, Nous allons la faire fondre. vous vouliez mettre un peu d'eau? Oui, j'en ai mis un petit peu. Très bien. Il paraît que c'est toxique, justement. Alors, la feuille. La rhubarbe, la feuille. La feuille. Il faut éviter de la mettre au compost. Ah bah ça, oui, Il paraît que peut-être certains bien. s'en servent comme insecticide. Oui, c'est une plante assez curieuse. En fait, je lisais que ça venait des pays d'Asie du Nord. Absolument. Et en fait, il n'y a pas très très longtemps qu'on la la cultive cultive et qu'on s'en sert pour faire la cuisine. Pendant que la rhubarbe compote, il faut environ 15 minutes, je rince très rapidement les fraises sous l'eau, je les équeute, puis je les coupe en 2. Je fais une petite compotée aussi de fraises parce que je récupère le jus de la rhubarbe qu'on va bien égoutter et je vais mélanger ce jus avec le jus des fraises pour faire un beau sirop qui va napper la tarte. 100% nature. Voilà. Pour le sirop, je verse à peu près un tiers des fraises dans une casserole avec un peu de sucre.
Et cette tarte, alors c'est vous qui l'avez mise au point? C'est un héritage familial? Moi, quand je fais une recette, je m'inspire de plusieurs recettes sources. et après je fais ma petite cuisine personnelle. Ok, alors je vous laisse faire. Voilà. Une fois la pâte refroidie, nous l'étalons à la main. Annie la pique à la fourchette avant de la couvrir d'un papier sulfurisé, lesté de noyaux d'abricot, puis il est temps de la mettre au four. Alors dites-moi, là vous enfournez à quelle température? Alors là, je mets à 210. 210 pendant 10 minutes à peu près. Nous allons récupérer le jus des fraises. Elles sont bonnes. Est-ce que vous utilisez une variété de fraises particulière? Alors, il faut que ce soit des fraises pas trop acides. Annie récupère aussi le jus de rhubarbe. Elle y incorpore celui de fraise et porte le mélange à ébullition. 10 minutes sont passées, il est temps de retirer la pâte du four. Voilà. Et donc, je la remets. Vous la remettez à cuire pour que le fond cuise Voilà, davantage. pour que mon fond soit bien croustillant. Ok, encore 10 minutes, c'est ça? Oui, à peu près. Alors moi, je vais aller noter tout ça sur mon petit carnet. D'accord. Pour refaire la tarte à la rhubarbe et aux fraises d'Annie, il vous faut pour la pâte sablée 220 g de farine, 100 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 120 g de beurre et un œuf. Pour la garniture, 700 g de rhubarbe, 170 g de sucre, 350 g de fraises et quelques feuilles de menthe. Je pense qu'elle est cuite, donc voilà. Ah, moi, j'aime beaucoup les choses bien dorées. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on met dessus? On met la compotée de rhubarbe d'abord. De rhubarbe, voilà. D'accord, donc j'y vais. Hop là. Voilà. Donc ça va faire ton fond de tarte. Finalement, Voilà. c'est une tarte qui est assez légère et diététique, parce qu'au lieu d'une oui. crème d'amande ou ce genre de choses... Alors, ensuite, on va disposer les fraises. Les fraises, comment les disposes-tu alors? Alors, c'est à l'inspiration. Tu as des petits-enfants? Oui, 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 j'ai 4 petits-enfants. Ils doivent se régaler des tartes de leur grand-mère. Ah, quand arrive l'époque des fruits rouges, j'ai des amateurs. Il ne reste plus qu'à verser le jus de fraise rhubarbe, quelques feuilles de menthe pour la décoration et c'est prêt. Tirer. Elle est bien cuite, hein? Voilà. Est-ce que tu sais que notre tarte est destinée à être servie au banquet? Oui. Tu nous rejoins là-bas? Pas de souci. Pour tout vous dire, depuis 2 jours, le ciel est un peu capricieux. C'est donc chez Daniel, qui nous a cuisiné les noix de porc au pruneau de Tours, que j'ai donné rendez-vous à tous mes convives. Bonjour tout le monde! Ah, je vois qu'il y a déjà du monde. Oh, quelle belle table! Bienvenue. Merci. Bah, nous, on s'est quittés il n'y a pas très longtemps. Et la tarte est au frais. Bonjour Daniel. Oui, tout est prêt. Et bonjour Daniel. Bonjour Julie. Merci de nous avoir accueillis. Pierre, qui m'a cuisiné la bechelle, et Marie-Paul, la jardinière de chez Dini, sont aussi présents. Vous étiez en train de... Trinquer à votre santé. Oh, bah alors là, Bah oui, c'est la moindre des choses. Et à chez Dini, ils font les choses bien. Ils m'accueillent avec de l'épine rouge, une spécialité de la région. Au nez, c'est très cerise amarena. Voilà. Bah oui, 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 c'est l'amande amère. C'est au tour de Caroline et Christophe qui m'ont accueilli au château de Chenonceau de faire leur apparition. À la santé des Chédinois. Santé. Ah, bonjour. Oh, c'est trop mignon d'être venu avec le pâté. C'est vrai qu'on l'avait pas mangé la dernière fois. Non. Le banquet ne serait bien sûr pas tout à fait complet sans la présence de Christine, notre tapeuse de poires, qui a proposé à Frédéric, un chef de la région, de cuisiner ses poires et de nous les apporter pour partager notre table. En plus, le dessert. C'est magnifique. Oh là là, la table décorée de pétales. Et le banquet débute par un amuse-bouche, une petite surprise de Pierre, une soupe aux orties. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Une petite soupe d'ortie. Ah oui, Oh là ça, là, tiens, mais du goûter. c'est fou ce Goûter, village. goûter. Je goûte, mais Bah je vais oui, faire mais comme passer on est- surtout la petite soupe d'ortie. Hein. En plus, c'est excellent pour la santé, les orties. Ah oui. Paraît que c'est Très bon pour les rhumatismes. un concentré de Quand on vieillit, de c'est richesse. parti. Ah, c'est délicieux, vraiment, très agréable. C'est maintenant le tour de la tourte aux pommes de terre de Christophe, accompagnée d'une sauce à la crème, bien sûr. C'est chouette. Alors, donc, pommes de terre, il y a une variété particulière, non?
Voilà, c'est de la pomme amandine. Pomme amandine, donc Jaune. une chair assez ferme quand Oui, même. c'est ferme, il faut que ça reste ferme. Pas de brisé. Pas de brisé, d'accord. Après, le troisième élément, c'est la crème. Et alors le Festival des Roses, quand a-t-il lieu? Cette année, le 30 et 31 mai. Il y a des artisans, des pépiniéristes, des rosiéristes, des groupes de musiciens, des peintres des rues. Puis on goûte le chenonceau pour Allez, faire goûte, couler bien la sûr, petite bien toux, sûr. voilà. Mais justement, ça me faisait penser à Chenonceau, ce que vous disiez, Daniel, parce que finalement, on n'a rien inventé. Des siècles auparavant, on faisait déjà, entre guillemets, des festivals dans les jardins. Catherine de Médicis a beaucoup fait ça. Léonard de Vinci est venu, puis il y a eu des fêtes formidables à Chenonceau, puisque ces deux galeries sont des salles de bal. Tout ça nous a un peu détachés de la cuisine, mais c'est super bon. Hein. C'est très délicat parce qu'effectivement, il y a peu d'ingrédients. Et on est dans une simplicité qui se joue surtout autour de main, finalement, et à la qualité des produits. Oh là là, Julie, attention! On peut vous proposer la bechelle qu'on a cuisinée hier. Mais de quoi s'agit-il? Ah, de quoi s'agit-il, cette fameuse bechelle? Alors, Daniel, je ne vais pas te dire qu'elle sent le riz de veau, hein, mais elle est très, très parfumée. Le girofle, oui. Il y a oui, et ça, on le sent au cœur. La rose est un type girofle. Tu sens le clou de girofle, toi? Ouais. Ah bon? Ça sent un peu, ouais. Pardon. Quelle bande de frimeurs. Écoute, en tout cas, ça a bien l'odeur de ce que c'est et c'est très très bon, hein, vraiment. Alors, Annie, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui découvres? C'est délicieux. C'est bon, hein? Délicieux. L'ensemble est assez ferme avec le rognon. Les riz de veau sont quand même fermes aussi un petit peu. Tout à fait. Et il faut effectivement un champignon qui se tienne bien. Arrivent maintenant les fameuses noix de porc aux pruneaux de Tours de Daniel. On peut peut-être aussi. Et, fidèle à la tradition tourangelle, 3 ingrédients, quasiment. Du vouvray, des pruneaux, du porc. C'est toujours aussi bon. Hein. Alors, On sent bien cette réduction, justement, hein, au côté confit. Et si je devais le refaire avec des pruneaux plus faciles à trouver, donc les pruneaux d'Agen, je ne sais pas si j'utiliserais un vin demi-sec. Voilà. Peut-être Je un pense vin plus sec. carrément sec. Ouais. Oui. Parce que du coup, on aura plus de sucre avec le pruneau. Le sucré salé, ou plutôt le mélange des saveurs, continue avec le dessert à base de poire tapée élaboré par Frédéric. Donc du lait de chèvre, avec lequel on a fait un petit riz au lait. Comme ça, on est bien dans le terroir quand même. Les poires tapées de Madame Hérin, qu'on a fait réhydrater dans du vouvray. J'ai fait une petite gelée de miel avec le safran et également un sablé avec un petit peu de safran à l'intérieur. C'est très joli en tout cas. Le safran, et oui, c'est vrai qu'on cultive du safran dans la région. Oui. Depuis longtemps, oui. Une terre de safran. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la crème, donc forcément de vache, mais finalement ici il y a plus de chèvre que de vache. Mais là, c'est pas le cas Il y du a une tout. longueur dans la dégustation qui est bien différente du lait de vache. Et on dit qu'il est... Ah oui, oui. Bien sûr. Là, Mais il est on pas dit qu'il est pasteurisé. d'ailleurs bien meilleur pour la santé que le lait de vache. Bien sûr, oui, oui. C'est délicieux. Et ta gelée de safran, là. Là, on a lancé une battle de chefs, là. Parce que c'est bon, et puis tes poires, là, c'est sublime. Et alors là, elles sont conservées dans leur intégralité, avec les pépins, tout. Je les ai fait réhydrater dans un moelleux. Parce que finalement, c'est assez peu sucré à l'arrivée, parce que la poire elle-même n'est pas extrêmement sucrée. C'est délicieux. délicieux, vraiment très fin. Et très riche de saveurs. Alors, ça n'est pas fini. Marie-Paul, je te laisse. Alors, Et voilà la tarte. Rhubarbe fraise. Je vais vous Attention, la passer parce que je voudrais pas la renverser. Mais tu sais que ça pourrait presque être une tarte rhubarbe, fraise et rose, puisqu'on m'a dit qu'elle n'était pas traitée. C'est rose, regarde, comme ça, là, lui va bien, cette tarte. Et en parlant de rose, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle rose ancienne? À partir de quand sont-elles modernes? Merci. On a rebaptisé roses anciennes, les roses d'avant les années 50, où vraiment les polyantha et les hybrides modernes sont apparus sur le marché. Aujourd'hui, on est presque tenté d'appeler les roses anciennes les roses un peu joufflues. Alors que celles-ci, là, les pierres de Ronsard, sont plus Oui, contemporaines. et c'est une vraie contemporaine. Et avec les roses modernes, au début des années 50, on a complètement oublié le parfum. Ah, Si bien vrai, que les recherches à Lyon, à Saint-Étienne, visent à retrouver les gènes qui sont à l'origine du parfum des roses, les réintroduire et avoir des roses qui soient à la fois de bonne tenue, qui tiennent longtemps et qui soient parfumées. Et oui. J'ai matché sur
Oh, dis donc, c'est délicieux. Hein. La menthe est très très parfumée en plus. Elle vient ponctuer. Hein. C'est très bon. Alors Julie, quand même, pour redécouvrir sérieusement chez Digny, Pas trop on vous sérieusement. offre, si vous reviendrez. Oh, il y a eu un livre oui. qui a été édité sur Chédigny. C'est impressionnant ça. Alors donc, chaque rosier est détaillé Oui, selon ses particularités. Puis il y a des poèmes aussi. voilà. Et on vous dit à quel endroit il est. On vous dit au 15 rue du Lavoir. Ah oui, là je reconnais. Je suis passée là. Alors, c'est un livre un petit peu collectif, ce livre. Mais tout le village est collectif. Oui, oui, mais c'est On est très folklore c'est un livre à l'image du village. C'est toujours pareil. Ça se termine et moi j'ai pas envie de partir. On va quand même devoir quitter ce pays tourangeau qui cultive l'art de vivre, le bon vivre, le bien manger aussi, l'art du partage. Je vous engage à venir ici à Chédigny, à humer les roses comme Daniel. Vous y trouverez les parfums que vous voulez. Le plus important c'est de les sentir, de les regarder. Et puis aussi, j'espère, de pousser les portes des maisons et de partager des moments comme celui qu'on vient de vivre. Salut, à la prochaine. Bonjour. Nous voilà à... tout en cheveux. Ah, pas mal. Je connais son C'est un maître. peu magicien quand même. Oui, Hein. vous voyez. Pas moi. J'arrive pas à c'est déplacer tout les... scellé. C'est vrai? Ah non, c'est scellé? tout scellé. Ah bah oui, parce que sinon ils partent avec tous les gens. Non. Ah bah Oui, oui. tout est regarde. scellé. Ah oui, bah toutes les casseroles. Incroyable. Oui, je me disais... Ah bah ça, c'est pas scellé, tu vois. Non. Avec moi, il faudrait tout sceller, même les verres.